Bonjour à tous. Je vais essayer de parler assez fort, mais si vous ne m'entendez pas au fond, faites-moi signe. C'est bon. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment apprivoiser la dette technique. Le talk va être en français, mais si vous avez du mal à comprendre certaines choses, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Je peux aussi vous réexpliquer des petites choses en anglais. Donc, on va commencer par avoir une petite présentation. Qui suis-je? Alors, je suis Élodie, je suis Scrum Master chez New Glyph, une filiale de la presse, et on s'occupe de leurs produits numériques, comme par exemple la Presse Plus. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les mêmes problèmes que Errol un peu plus tôt. Je ne change pas de photo aussi souvent que de couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? En fait, je vais essayer de vous présenter un petit peu plus. Je ne suis pas très grande, mais vous voyez quand même au-dessus de moi, c'est bon. Vous présenter un petit peu plus qu'est-ce que c'est que la dette technique, pour ceux qui voudraient un petit peu plus avoir une définition générale, puis qu'est-ce que ça va impacter dans mon produit et dans mon développement. Ce qu'on va aussi voir ensemble, je vais me rapprocher, c'est des idées pour justement la prendre en main et savoir un petit peu comment est-ce qu'on va mettre en valeur en fait cette dette, parce qu'elle a une valeur. Puis l'idée derrière, c'est que vous ayez un peu plus de réflexes en sortant d'ici sur comment l'attraper puis comment jouer avec. Donc, qu'est-ce que la dette technique? La dette technique, en fait, si on regarde d'un point de vue définition très classique, commençons par dette, parce que dette technique n'apparaît pas dans le dictionnaire, c'est une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a emprunté. Puis cette dette, il faut la rembourser. Pour la rembourser, ça prend du temps, ça prend de l'argent, en général au minimum le montant que j'ai emprunté, et souvent ça prend aussi des intérêts qui augmentent dans le temps, donc ça me coûte pas mal plus cher que ce que j'ai emprunté. Sur la dette technique, c'est un petit peu le même principe. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de définition dans le Larousse, mais Wikipédia commence à nous donner des définitions sur ces choses-là aussi. Finalement, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est sur de la conception logicielle. Donc, quand je vais avoir à développer un outil, parfois, je vais devoir emprunter dans ma conception et rembourser un peu plus tard, en fait, soit le temps, soit la partie technologique que je n'ai pas pu faire. Et ça va être des intérêts à payer de la même manière qu'une dette. L'analogie d'où elle vient, juste pour la petite histoire, en fait, elle vient de Ward Cunningham, qui l'a introduite dans les années 90. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine logiciel donc depuis très longtemps et qui fait partie des fondateurs, par exemple, du Agile Manifesto, qui a aussi beaucoup travaillé sur le Extreme Programming. Je vous laisserai le googler si vous voulez plus d'informations. Pourquoi il a introduit le terme de dette technique? C'est parce qu'il se retrouvait à être incapable d'expliquer à sa ligne d'affaires mais je dois faire du refactoring pour pouvoir livrer ton produit, je ne sais pas comment te l'expliquer, voilà ce qui se passe. C'est que si tu ne le fais pas maintenant, je vais devoir payer plus tard. Ce qu'il a dit aussi, c'est des choses assez fortes sur justement l'impact de la dette si je ne le paye pas tout de suite, à savoir que quand je vais livrer mon produit, souvent je vais avoir emprunté, et si je prends trop de temps à rembourser, je vais me retrouver avec un produit ou une compagnie qui est au ralenti parce que je passe mon temps à rembourser des intérêts de dette plutôt qu'à amener de la valeur. Donc ça, c'est quand même assez fort comme statement, puis on va voir ensemble un peu plus pourquoi est-ce que finalement, il n'y a peut-être pas tort, notre ami. Donc je vais vous poser une question, en fait, je vais vous donner la réponse juste après. Il n'y a pas de question piège ici, mais qu'est-ce qui engendre la dette finalement? Donc comprendre un petit peu d'où ça vient. D'après la définition qu'on a vue ensemble, la réponse, ça va être justement d'avoir choisi une solution qui va être rapide, que je peux développer maintenant, plutôt qu'une solution qui est pérenne, mais qui me prend plus de temps et donc plus d'argent. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. La dette, en fait, elle est engendrée par énormément de choses, énormément de contexte dans l'entreprise. C'est sûr que mon produit, quand je suis en train de le développer, des fois, je ne sais pas toujours exactement tous les besoins, ou je ne suis pas allée chercher exactement toute l'information. Donc ces choses-là peuvent générer de la dette, parce que je vais avoir mon produit qui évolue et qui commence à diverger avec les besoins, si je les ai mal compris, si on m'a fait des changements de dernière minute, je n'ai pas toujours le temps de réajuster. Donc
C'est sûr que c'est toujours d'un point de vue technologique qu'on parle. La dette, elle reste technique, mais elle a été générée par aussi des choix qui sont à un autre niveau dans l'entreprise que des choix technologiques. La technologie, bien sûr, mais dans la technologie, ce n'est pas seulement le fait d'avoir décidé d'aller plus vite. Ça peut être tout simplement un manque de connaissances, parce que quand je vais développer mon produit, je vais aussi apprendre en même temps. Des fois, je ne vais pas avoir toute la connaissance au bon moment. Puis, quand je vais l'avoir acquise, je vais me rendre compte qu'effectivement, j'avais de la dette. Ça peut être aussi toujours repousser du refactoring, qui est assez évident, mais qu'on entend très souvent aussi. Un autre point qui va être important, c'est la vision. C'est-à-dire que si je ne sais pas vraiment où je veux m'en aller avec mon produit, que ce soit d'un point de vue technologique ou fonctionnalité, c'est sûr que je vais générer plus facilement de la dette parce que je vais devoir toujours rattraper ou me rendre compte que finalement, je ne peux pas réajuster comme j'aurais voulu. C'est sûr que si je prends des retards sur les standards d'industrie, c'est assez évident, mais il y a aussi la partie dépendance. Donc si j'ai monté une architecture qui n'était pas faite pour évoluer, je vais peut-être avoir plus de mal à traiter ça. Deuxième question, pour comprendre un petit peu mieux la dette, qui en souffre? Alors, le produit, tout simplement, parce qu'un produit qui est criblé de dettes, je dois rembourser des intérêts avant de pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités. Donc, comme disait Ward Cunningham, mon produit va être au ralenti. Je ne vais pas pouvoir le faire évoluer aussi souvent. Derrière, mon client, lui, il attend après des fonctionnalités. Il veut les voir plus vite. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas ce qu'il a demandé. Il va devoir payer des fois plus cher pour avoir quelque chose qui était forcément à la base plus évident que ce qu'il pensait. Le support, on n'y pense pas toujours, mais le support est de plus en plus lourd si j'ai beaucoup de dettes à traîner. Ça va être plus compliqué d'aller creuser le problème, ça va être plus compliqué de l'identifier et de le résoudre. Mon PO, d'un point de vue agilité, mais en général, en fait, mon responsable de produit, donc qui est entre le client et l'équipe de développement, lui aussi, ça va être difficile pour lui de pouvoir justifier des fois une fonctionnalité qui lui a été demandée parce qu'elle coûte beaucoup plus cher que prévu par rapport à la valeur qu'on avait estimée. Il va avoir aussi donc toujours à jouer entre qu'est-ce que je suis capable de faire avec l'état de mon produit et non qu'est-ce que je suis capable de faire en fonction de mes besoins et de la valeur dans l'entreprise. Et bien sûr, l'équipe, forcément, c'est elle qui est les mains dedans. Donc, c'est douloureux pour elle aussi de jouer dans un produit qui est rempli de dettes. On a plus de mal à pouvoir avancer et à se sentir accompli à la fin de la journée quand on a passé notre temps à corriger des choses qui traînent. Donc, pour faire simple, un produit technologique, s'il a une dette qui est non maîtrisée, il est voué à disparaître. Donc, c'est là qu'on a la phrase choc, l'image choc. Et la petite phrase aussi, coup de poing pour s'en rappeler, la dette, c'est inévitable. On l'a vu, elle vient de partout, elle n'est pas forcément consciente et elle touche tout le monde. Donc, il faut prendre ça en main et on va regarder ensemble justement comment est-ce qu'on va l'apprivoiser. Je fais un petit disclaimer là, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire que la dette, c'est mal. Je suis en train de dire que la mauvaise gestion de dette, c'est très dangereux. Donc, c'est vraiment ça la différence. La dette, elle est là. On en a tous. Quelle est l'importance de la gestion de dette en développement agile? Là, c'est là que vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est un Scrum Master qui vous explique comment apprivoiser la dette technique et pas forcément un technical lead ou un architecte. Déjà parce qu'on l'a vu ensemble, c'est l'affaire de tous. Et aussi parce que ça va venir impacter votre développement de produit aussi bien dans la partie code que dans la partie livraison, donc avec mes processus agiles. Quand on embarque dans l'agilité en développement logiciel, souvent l'objectif c'est de pouvoir se rapprocher de notre client, c'est d'apporter de la valeur plus rapidement en livrant des plus petits morceaux par incrément plus souvent, donc de pouvoir faire évoluer notre produit constamment et ne pas attendre 3 ans avant d'avoir un produit qui ne nous correspond plus. Ça permet aussi de pouvoir expérimenter et explorer parce qu'on a réussi à découper en incréments plus petits. Il y a des pièges à l'agilité. L'agilité,
on peut vite tomber dans moi, je veux de la fonctionnalité qui sort à chaque itération, puis c'est ça la valeur de mon produit. Le reste, je m'en fous, finalement. Il va y avoir aussi un risque de perte de vision, parce que c'est très facile de se dire on est agile, on verra ça quand ce sera le moment, pas besoin de s'en occuper pour l'instant. Puis, on l'a vu un peu plus tôt, la vision, c'est aussi quelque chose qui va nous générer de la dette. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, je vais vous faire 2 petites affirmations. La première, c'est que si je ne gère pas ma dette technique, je vais tomber facilement dans les pièges dont je viens de vous parler. En effet, si je ne m'occupe pas de mon produit, si je laisse traîner ce boulet-là, pour moi, la fonctionnalité, c'est seulement ça que je veux voir sortir, puis je verrai plus tard. Mais ça marche dans l'autre sens. Si je tombe dans mon piège, c'est vraiment difficile de me mettre à gérer de la dette. C'est un ou inclusif, donc les deux peuvent vivre l'un sans l'autre. Malheureusement, c'est très facile de tomber dans le piège. Les enjeux que ça va soulever, je vais avoir du mal à maintenir mon logiciel. Il va y avoir une divergence dans la cohérence justement de la conception. Puis, je vais toujours avoir en fait on verra la maintenance plus tard qui va devenir jamais. Et mon produit va devenir de plus en plus obsolète avec ça. Donc, si on regarde d'un point de vue livraison, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas de gestion de dette dans ma livraison de produits? Ça va être un petit peu plus facile de comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Si on part sur une base dans une itération, qu'importe sa durée, j'ai un certain montant de capacité en fait, de mon équipe à livrer de la fonctionnalité. Donc ça, c'est ma prémisse de base. Malheureusement, je vais aussi, pendant cette itération, générer de la dette qui est volontaire ou involontaire. Pour simplifier les choses, je vais juste garder dette volontaire et involontaire de la même taille parce qu'à travers le temps, on fait une moyenne. Après un certain nombre d'itérations, ce qui se passe, comme je vous disais, c'est qu'on a un intérêt sur la dette qu'on doit rembourser. Donc forcément, ça vient gruger dans notre capacité à livrer la fonctionnalité parce que je dois d'abord faire un petit peu de travail en backstore finalement avant de pouvoir livrer ma fonctionnalité. Puis ce qui se passe forcément, c'est que cet intérêt augmente de plus en plus vu que je ne suis pas en train de générer ma dette. Donc c'est vraiment le principe d'une dette de base qui nous amène à la fin d'un certain nombre d'itérations, et c'est vrai que je suis à nouveau trop loin, à une capacité de livrer de la fonctionnalité qui est tellement minime qu'on se retrouve avec des cas de j'ai une fonctionnalité qui me permet de pouvoir avoir une valeur rapidement, qui finalement me prend peut-être 3 itérations pour la livrer parce que je dois d'abord m'occuper de toute cette dette-là, que je n'ai pas eu le choix. Parce que malheureusement, même si on ne fait pas de gestion de dette, on doit les payer les intérêts. Donc elle est quand même là. Donc c'est assez évident, ça fait très mal, c'est sûr que c'est après un certain nombre de temps, mais ça vient nous casser en fait les petits incréments qu'on essaye d'avoir, parce qu'effectivement ma fonctionnalité à la fin, elle était petite, mais elle prend énormément de temps à faire. C'est bon, on n'a rien vu. Je vais avoir du mal à garder mon équipe pluridisciplinaire aussi, parce que plus c'est compliqué de régler un problème, parce que justement j'ai un boulet de dette, plus je vais avoir des gens qui sont experts là-dedans, mais qui ne sont plus forcément capables d'aller regarder autre chose. Ils sont tout le temps plongés là-dedans. Puis ça, c'est un des éléments qui devrait vous faire tilter. C'est quand vous entendez ça, moi je ne suis pas capable de le faire, il y a seulement lui qui connaît. Il peut y avoir 2 choses. C'est peut-être qu'effectivement c'est le seul qui a la connaissance d'un point de vue technologique, mais peut-être que c'est aussi parce que c'est trop complexe et qu'on a un gros bagage de dettes qu'on n'est plus capable de gérer à l'intérieur de notre produit. Puis forcément notre produit est difficilement évolutif. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'agilité et ses bénéfices? Ils ont disparu. Maintenant, si on regarde, si j'intègre de la gestion de dette, donc qu'est-ce qui se passe sur mon cycle de livraison qu'on vient de voir un peu plus tôt? Je vais commencer de la même manière, puis je vais commencer à intégrer du temps pour gérer ma dette. Donc c'est sûr que ça prend du temps, ça vient gruger aussi dans la capacité à livrer de mon équipe,
Mais par contre, ça me permet aussi de régler les intérêts qui doivent être réglés au bon moment. Ça va me permettre, en fait, au fur et à mesure, de bloquer l'intérêt qui est en train d'augmenter et de choisir quand est-ce que je veux mettre un peu plus de temps dans ma gestion de dette et quand ça fait l'affaire en fait, de mon produit et de mon entreprise. Donc ça me permet aussi de ne plus être esclave finalement de mes intérêts à payer, mais de choisir à quel moment ça fait, c'est le bon moment ou c'est la bonne manière de le faire. Puis bien sûr, au bout d'un moment, l'objectif c'est d'arriver à redonner un petit peu d'air à la capacité de l'équipe. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir avoir effectivement une capacité qui est un peu en accordéon sur la livraison de fonctionnalités, mais je vais pouvoir regagner toujours un petit peu plus dans ma capacité à livrer des fonctionnalités et à redécouper. Donc finalement, ce qu'on aimerait avoir dans la dette technique, c'est pas mal ça comme image. C'est-à-dire que je génère de la dette, je la traite, et je fais ça par itération, tout va bien, on a fait notre ménage au fur et à mesure. Par contre, c'est un peu idéaliste. La réalité, c'est plutôt ça. Donc, on va en générer, on va en traiter un peu, pas toujours assez, pas toujours celle qu'on a générée d'ailleurs, ça peut être une plus ancienne. Puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que, on en a peut-être généré trop, ou on en a trop, il va falloir faire une petite redescente dans notre élément de dette. Puis ça va dépendre du contexte de l'entreprise, de la capacité à prendre des risques, à pouvoir payer pour ses intérêts. Donc c'est sûr que c'est difficile de vous dire un plafond de dette, ça c'est à tel niveau qu'il faut le redescendre. Mais par contre, c'est écouter l'équipe, regarder un petit peu comment avance votre produit, comment est-ce que vous êtes capable de le faire évoluer. Et dès que vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus difficile d'avoir ces petits incréments, de pouvoir livrer la valeur au client telle qu'il l'a demandé, c'est peut-être un signe que vous avez atteint votre plafond puis qu'il faudrait vraiment traiter ça. Petit disclaimer encore, j'aime ça, être sûr qu'on se comprend bien. La dette, ce n'est pas un problème d'agilité. Par contre, c'est un problème qui touche l'agilité. La dette, elle fait partie de tout produit logiciel, donc c'est sûr que si vous développez ça d'une autre manière, il faudra aussi la gérer, il faudra aussi le prendre en compte dans votre avancement. Par contre, une mauvaise gestion de dette, ça fait mal au produit, mais ça fait perdre aussi les bénéfices de l'agilité. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage parce qu'on vient aussi tirer une balle dans le pied dans ce qu'on essayait de mettre en place pour aider notre client. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe si j'ai de la dette? Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la dette, je pense que le message a été assez clair. D'abord, il va falloir l'accepter. Donc, on est là, ensemble, pour pouvoir mieux comprendre ça. Il faut arrêter de se dire, moi, je sais que je développe des choses qui sont parfaites, tout va bien, j'ai livré ce qu'on m'a demandé exactement. Non, malheureusement, même si on a fait ça de la meilleure des manières, comme je le disais, la dette, elle peut venir de plein d'endroits et donc elle va apparaître, même de manière involontaire, elle va être là. C'est pas grave. On va essayer de prendre un petit peu de temps pour accepter ça. Ça va mieux? C'est normal. On l'a tous, cette dette. Après ça, il faut la comprendre. C'est sûr que si je veux m'attaquer à quelque chose, si je ne suis pas capable de savoir ce que c'est, si je ne le vois pas, si je ne suis pas capable de le définir, c'est un peu plus difficile de savoir comment aussi l'attaquer. La dette, je vous l'ai déjà un petit peu dit au début, elle peut être volontaire ou involontaire, mais elle peut être aussi prudente ou imprudente. Donc ça, c'est aussi bien d'en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois qu'on identifie de la dette, essayer de pinpointer chacun des cadrans, mais être conscient d'où elle vient, ça va permettre d'essayer de diminuer, par exemple, cette dette-là qu'on voudrait quand même éviter d'avoir à gérer parce qu'on est vraiment trop imprudent sur notre produit, on ne pense pas à la suite. Ensuite, il faut la rendre visible. Donc maintenant que je la comprends, que je sais qu'elle est là, il faut que les autres la voient aussi. Donc ce qu'il faut arrêter de faire, c'est la petite habitude de je vais livrer ma fonctionnalité, puis
En arrière, là, je vais avoir traité un petit peu de refactoring, mais je ne l'ai dit à personne, tout le monde est content. Ça, il faut arrêter, parce que ça génère en fait une mauvaise vision de la capacité de l'équipe à livrer. Et on ne se rend plus compte vraiment sur quoi on travaille. Est-ce que je suis en train de travailler sur de la dette ou est-ce que je suis en train de travailler pour vraiment livrer une fonctionnalité? Et enfin, il faut l'apprivoiser parce que ça fait un petit peu peur, on a un petit peu de mal à le définir, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et malheureusement, c'est là, on ne peut pas le détruire. Donc l'autre option, c'est d'apprendre à vivre avec. Comment ? C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet et que je prends un peu d'eau. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est des exemples de comment est-ce que nous, dans une de mes équipes, on l'a fait en fait, puis on l'a aussi retravaillé dans d'autres équipes. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte déjà, pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, quel a été le cheminement. Les outils que je vous présente, c'est des visualisations que j'ai faites qui étaient adaptées à notre besoin, qui certainement peuvent être réutilisées, donc n'hésitez pas. Puis il y en a certainement aussi beaucoup d'autres qui existent, donc je vous encourage à regarder qu'est-ce qui fonctionne avec votre contexte et n'hésitez pas à me venir le partager avec moi, je trouve ça toujours très intéressant. Donc là, moi j'avais une équipe qui avait un fort attachement en fait, à la qualité du développement. Ils voulaient faire les choses bien, je pense qu'on a toujours des équipes qui veulent faire les choses bien. Eux, ils étaient très conscients de leurs dettes, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Par contre, ils avaient toujours du mal à mettre ça en avant de la bonne manière. Donc, ils faisaient du refactoring dans tous les sens. On se retrouvait avec des fonctionnalités qui devaient prendre peut-être 2 semaines à être livrées, qui finalement en prenaient 6, parce que, ah non, mais il y avait ça finalement, puis j'ai oublié ça. Et notre PO était comme, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir ce que j'ai demandé, je ne sais plus quoi faire avec ça. Et l'équipe était frustrée aussi parce qu'elle se retrouvait à dire mais oui, mais j'ai fait du travail, puis c'est pas pour rien, puis c'est pour la bonne chose. Je suis en train de livrer quelque chose de qualité. Puis c'est une équipe aussi qui supportait beaucoup de produits, dont des produits qui ont été développés par d'autres. Donc il y avait des fois un manque de connaissance de la dette en fait existante de ces produits. Donc c'est sûr que c'est plus difficile aussi de savoir est-ce que quand tu me demandes cette fonctionnalité, j'ai de la dette dessus ou pas. Donc c'est encore plus facile de tomber dans le piège de « je vais faire ça en plus et ça, ah puis ça je ne l'avais pas vu ». Et enfin, à ce moment-là, l'équipe, en plus de tout ça, elle avait un petit stress de date. Elle devait livrer un projet avec un go live qui était fixe. Puis ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Un produit qui est déjà vendu d'avance, des engagements qui sont faits et l'équipe va devoir s'arranger aussi un peu avec les dates. Donc là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire tout un chantier pour montrer qu'on avait cette dette-là, puis comment est-ce qu'on pouvait travailler avec dans ces conditions-là et avec ce contexte-là. Donc là, on a commencé par identifier notre dette, parce que si je veux accepter ou faire accepter en fait, à l'entreprise qu'on a de la dette, il faut être capable de savoir ce que c'est, de l'identifier et de pouvoir la montrer. Ce qu'on a fait pendant le développement, c'est de lister tous les éléments qu'on voyait alors qu'on était en train de développer qui pourraient être faits plus tard, qui sont donc des éléments de « ouh, ça, c'est pas parfait, ça, je ne l'avais pas vu, je ne le connaissais pas, mais il faudrait qu'on le corrige. » Mais si je suis capable de le faire plus tard et que je peux quand même livrer ma fonctionnalité, ça veut dire que c'est une dette qui n'est pas nécessaire pour la livraison, mais que je veux traiter. Donc pour être sûr qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne fait pas justement un plus tard qui devient jamais, et pour libérer un petit peu l'esprit de l'équipe, on avait un panier à dettes techniques sur lesquels, à chaque fois qu'ils trouvaient un morceau, ils écrivaient un petit post-it, ils le collaient dans le panier. Ça ne prend pas de temps. À chaque daily, ils pouvaient rajouter cet élément-là. Et au moins, on est sûr que ce n'est pas mis de côté plus tard. Le principe du panier à dettes techniques, c'est comme un panier de linge sale. On peut le remplir, mais au bout d'un moment, c'est plein et ça sent mauvais, donc il faut le nettoyer. Puis ça, c'était notre principe de base avec l'équipe, il faut nettoyer le panier. Donc pour nettoyer le panier, déjà, la première chose, c'est de le mettre au propre. On a donc pris le temps de créer une épique rattachée à notre produit qui était identifiée comme de la dette technique, dans laquelle on a listé tous nos éléments qui étaient sur des post-it. Juste pour éviter que les post-it tombent, passent à la poubelle après le ménage, ou qu'on oublie de les regarder au bout d'un moment. Et ainsi avoir vraiment, nous aussi, notre petite liste d'épicerie dans toute la dette qu'on a trouvée et rajouter l'information nécessaire pour quand on ira la traiter.
Les bénéfices de tout ça, pour les développeurs, c'est de se libérer l'esprit parce que je vais pouvoir continuer d'avancer sur ma fonctionnalité. Je sais que c'est là, je l'ai identifié, on le traitera plus tard. On ne va pas me dire non, 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 c'est pas grave, c'est noté. Ça permet d'être conscient de la dette qu'on rajoute aussi. C'est très simpliste, mais finalement, juste le fait d'écrire le post-it, de le coller, c'est un geste non négligeable. On est en train de se dire, OK, là, oui, c'est de la dette que j'ai trouvée. Non, c'est de la dette que je suis en train de rajouter parce que j'ai pas le temps, parce que plein de raisons valables. Mais je suis en train de le rajouter. Je le sais, c'est là. Donc ça permet aussi de se conscientiser et de conscientiser le PO à ce qui est en train de se passer. Pour livrer ton produit qui a une date fixe, voilà tout ce que je suis en train de faire, que je vais devoir payer après. Donc le PO voit déjà un petit peu les intérêts qui sont en train de s'accumuler finalement. Et ça permet d'augmenter la confiance parce que mon PO n'a plus l'impression qu'on est en train de cacher des choses sous le tapis. On lui montre dès qu'on a quelque chose, on valide avec lui, est-ce qu'on peut le traiter maintenant ou pas, est-ce qu'on a le temps, et sinon on le rentre dans la liste et on le traitera ensemble plus tard. Ensuite, pour l'instant, ce que j'ai, c'est une liste d'épicerie. Une liste d'épicerie, c'est le fun, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette dette. Je peux avoir 100 tickets de dette, c'est peut-être un tout petit morceau finalement, ou une montagne de 2 ans à régler. Donc pour comprendre, il va falloir catégoriser, classifier et estimer de la même manière qu'on estime nos fonctionnalités. Ce qu'on a fait, nous, pour la catégorisation, c'est qu'on l'a fait à 2 niveaux. On l'a fait d'abord sur la priorité, donc à savoir est-ce que cet élément de dette que j'ai identifié est critique, majeur ou mineur. Nous, ce qu'on entend par critique, c'est si je ne le traite pas, mon produit est à risque. Donc à risque d'un point de vue stabilité, sécurité, qu'importe, mais mon produit a un risque de ne plus pouvoir fonctionner ou de ne plus répondre aux besoins du client. On s'entend que souvent ça aide à prioriser. La majeure, elle ne met pas à risque le produit, mais elle fait mal. Donc elle fait mal soit parce que dès que je vais devoir développer une fonctionnalité rattachée à cette composante, ça va me coûter beaucoup plus cher. Elle fait mal pour le support parce qu'on n'y connaît pas assez ou on ne sait pas comment aller chercher l'information. Donc, plein de manières différentes qu'elle fasse mal, mais elle est coûteuse. Et la mineure, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On sait que ce n'est pas idéal ou que ça ne respecte pas certaines choses, mais on est peut-être capable de vivre avec. Donc souvent, la mineure, c'est peut-être celle qu'on ne va pas prioriser tout de suite. Ça n'empêche pas de la traiter. Ça va dépendre des besoins de l'équipe, ça va dépendre aussi du temps qu'elle a. Mais si je dois choisir, parfois, je vais peut-être d'abord commencer par ma critique. La mineure peut aussi devenir critique d'un jour à l'autre, tout simplement, par exemple, si c'est quelque chose qui est rattaché à une politique de sécurité dans l'entreprise qui n'existait pas avant, potentiellement, d'un coup, je me retrouve à devoir remonter la priorité. Donc, c'est des choses qui sont mouvantes. Quand je suis en train de traiter ma dette, quand je suis en train de la lister, je vais mettre un état, mais quand je fais mon ménage de panier à dette, je vais aussi réajuster s'il y a eu des changements dans mes situations, en fait, sur la dette existante. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ajouter un objectif d'amélioration. Donc, si je suis en train de traiter cette dette-là, qu'est-ce que je vais faire pour mon produit? Qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que ça va me faire une maintenabilité plus efficace? Est-ce que je vais avoir ma sécurité qui est accrue, mon intégrité? Je vais aider le support. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on a essayé de recroiser pour pouvoir faire du pick and choose aussi en fonction des besoins de l'entreprise. Puis, comment est-ce qu'on priorise puis on identifie si une dette doit être traitée? On va utiliser les catégories dont je viens de vous parler, mais on va aussi devoir connaître un peu les dépendances qu'il y a dans ma dette. Par exemple, si cette dette-là touche à, mettons, 10 composantes dans mon produit, même si elle est mineure, peut-être qu'elle va être priorisée un peu plus tôt parce qu'elle va me permettre de gagner du temps de manière effectivement petite, mais sur beaucoup de composantes, donc elle vaut la peine. Connaître l'ampleur, donc estimer un petit peu combien de temps ça prendrait pour la régler, et connaître la fréquence d'utilisation. Parce que par exemple, justement, à l'inverse, une dette majeure qui fait mal, mais qui est sur une composante que je vais modifier tous les 4 ans, peut-être que je suis prêt à attendre un peu avant de la traiter et payer ça dans 4 ans. Donc les bénéfices de tout ça, c'est avoir une idée de l'ampleur, parce que justement, maintenant je sais si ma liste
elle est faramineuse ou pas d'un point de vue taille temps à résoudre ou complexité. Ça me permet d'identifier tout de suite les éléments critiques, donc finalement de mitiger mon risque parce que je vais savoir tout de suite qu'est-ce que je dois traiter pour éviter que mon produit se mette à ne plus fonctionner. Et ça permet de lâcher prise. C'est-à-dire que souvent, puis ça c'est normal aussi, on va avoir un petit élément qu'on sait qu'on n'a pas fait tout à fait comme il faut, qu'on aimerait corriger, puis qu'on s'est fait forcer un petit peu aussi à devoir le faire un peu différemment. Ben, il est noté, on ne l'oublie pas, mais peut-être qu'on ne va pas le traiter tout de suite parce qu'on a entendu en équipe qu'il est mineur. Ce n'est pas grave, on peut vivre avec. Donc ça fait aussi du bien un petit peu sur la partie libération de l'esprit et pouvoir passer à autre chose. Ensuite, pour rendre visible, il faut s'afficher. Parce que là, pour l'instant, j'ai une liste de dettes, j'ai une idée de ce qu'elle me permet de résoudre si je la traite, j'ai une idée de sa criticité, mais c'est juste mon équipe qui est au courant. Donc, ça n'aide pas forcément à convaincre les gens qu'on doit le faire. Ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on a commencé à afficher ouvertement dans nos revues d'itération ce qu'on a traité en dette et non pas seulement ce qu'on a traité en général en nombre de points ou en nombre de stories. Vous pouvez le voir là, je vous avais dit qu'on avait un go live. Forcément, juste avant le go live, on n'a fait que livrer de la fonctionnalité. On a même augmenté un peu notre capacité pour être sûr d'arriver à temps. Et après ça, on a pris du temps pour commencer à traiter nos tâches techniques. On avait une entente avec notre client en lui disant si tu veux que j'arrive à cette date-là, je n'ai pas le choix de générer de la dette, donc il faut que tu me laisses du temps pour la traiter après. D'où le fait qu'on a beaucoup de plages de dette dans les sprints suivants. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a demandé à l'équipe de présenter ses tâches de dette de la même manière qu'on présente la livraison de notre fonctionnalité. Donc, l'équipe vraiment préparait ses slides et présentait qu'est-ce que c'est que cette dette-là, qu'est-ce qu'on a fait pendant le sprint dessus, qui ça aide et qu'est-ce que ça améliore. Et est-ce qu'on a réussi ou pas au niveau du statut à l'adresser. Donc, on a vraiment en fait mis ça au même niveau parce que ça fait partie de notre produit. Puis on a présenté l'intégralité de notre dette, donc pas seulement la dette qu'on avait identifiée pendant le sprint, mais toutes celles qu'on a identifiées au fur et à mesure du projet. Ce n'est pas forcément l'intégralité de la dette du produit, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'est pas encore rentré dedans. Mais c'est toutes celles qu'on a listées dans notre backlog de dettes avec nos différentes catégories. Puis ça, c'était pour conscientiser la business en fait, à l'état de son produit et aux éléments qu'elle pourrait peut-être adresser en premier. Par exemple, si la sécurité, puis on est tous d'accord, est quelque chose de très important, là, on voit qu'il m'en reste un petit morceau. Donc, il va peut-être falloir que je la traite en premier pour faire disparaître cet élément-là. Les bénéfices à tout ça, ça permet de montrer l'avancement. Donc oui, j'ai de la dette, mais je suis en train de travailler dessus. Voilà ce qui se passe dessus. Voilà sur quoi l'équipe travaille. Ça permet de valoriser le travail de l'équipe. Donc l'équipe, au lieu de se faire dire « Ah, vous avez enfin livré votre fonctionnalité, il était temps », on leur dit « Oh, c'est cool, vous avez livré la fonctionnalité et vous avez corrigé tous ces problèmes parce que maintenant je les comprends, ces problèmes ». Ça permet de prendre des meilleures décisions d'affaires. Tout simplement parce que si je sais quel est l'état de mon produit, quels sont mes risques, je vais peut-être prioriser des fonctionnalités autrement en fonction de ça. Et je vais pouvoir mieux mettre en place ma stratégie. Puis ça permet d'avoir une compréhension commune de l'état du produit. Donc c'est plus seulement les devs dans l'équipe ou les architectes ou les tech leads qui connaissent l'état de santé du produit. Tout le monde sait à haut niveau, bien sûr, comment va notre produit et quels sont les risques associés au produit à ce moment-là. Et enfin, pour l'apprivoiser, il faut interagir avec elle. Je pense que si vous avez déjà eu à élever un petit chiot, si vous le regardez de loin pour essayer de l'apprivoiser, il y a des chances que ça prenne beaucoup de temps. Donc, il faut jouer avec, il faut prendre le temps, en fait, d'être dedans. Puis, tout ce qu'on a fait avant, on l'a identifié, on l'a visualisé. Si je ne le traite pas, ça a zéro valeur. En fait, ça n'a même pas zéro valeur. Ça a une valeur qui est négative.
parce que j'ai pris du temps pour faire ça, puis j'en fais rien. Donc c'est sûr que le plus important dans tout ça, c'est une fois qu'on a conscientisé et qu'on a fait valider l'importance de cette dette-là, c'est de s'atteler à la traiter. Nous, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en vous présentant des graphiques, ce qu'on a fait pour s'atteler et s'assurer qu'on allait la traiter parce que c'était important justement, c'est d'avoir une entente avec le PO sur un nombre de points qu'on pourrait avoir dans notre capacité à traiter. De notre côté, l'entente qu'on avait, par exemple, c'était 1/3 de dette technique, 2/3 de fonctionnalité en moyenne, ce qui n'empêche pas de faire fluctuer ça dans le temps en fonction des besoins, en fonction des livraisons. Mais c'était ça qui rendait notre PO confortable. Puis ça dépend vraiment aussi de votre compagnie et de votre produit. Donc, par exemple, nous, si on regarde dans le temps, un peu plus loin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé plusieurs sprints après notre livraison à traiter beaucoup de dettes. On est beaucoup plus à moitié-moitié finalement qu'à 1/3, 2/3, mais c'était l'entente qu'on avait pour corriger le fait qu'on avait passé plusieurs sprints à ne pas en faire et à seulement en générer. Puis ensuite, on a réajusté un peu. Puis vous voyez finalement ce que je vous montrais un peu plus tôt de ces graphiques qui continuent d'augmenter et au bout d'un moment, on prend du temps pour la traiter. C'est exactement, par exemple, ce qui se passe dans ce sprint-là. On a dit, OK, là, on en a trop, on a des morceaux critiques. Ce sprint, on va prendre plus de temps pour l'adresser. Ensuite, poursuivre son évolution, ça, c'est des choses aussi qu'on présentait en revue de sprint. C'était montrer un petit peu la répartition de la dette et savoir qu'est-ce qu'on a adressé en fait depuis le début qu'on a découvert notre dette. Donc l'idée, idéalement, c'est d'avoir tout de vert. Malheureusement, ça n'arrivera jamais, mais de pouvoir quand même voir qu'est-ce qui a été adressé et même questionner l'équipe. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mineurs qui a été adressé? On va pouvoir leur poser la question. On est transparent. Ils ont certainement une bonne raison parce que souvent c'est entendu avec le PO et l'équipe, mais on va pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on met l'effort au bon endroit. Puis d'un point de vue plus évolution dans le temps, on peut aussi utiliser quelque chose qui nous rapporte au nombre de points, juste pour qu'on puisse voir aussi l'évolution dans le sens qu'est-ce que j'ai généré. Oui, par exemple, j'ai passé du temps à traiter ma dette majeure, mais j'en ai aussi découvert autant, c'est pour ça qu'elle est toujours au même niveau. Par exemple, là, ma dette critique, je me suis assurée que ce soit elle qui baisse en premier, et les autres, je les ai laissés un petit peu sur le côté en attendant. Donc, quels sont les bénéfices de ça? Mais ça va être de maîtriser la vélocité de mon équipe. Parce que maintenant, je sais exactement ce que mon équipe est capable de livrer. Elle est capable de livrer un certain nombre de points, qu'importe si c'est des stories ou de la dette. Donc, quand je vais demander une story, je vais être capable de savoir, OK, c'est, mettons, 5 points pour la livrer. C'est un vrai 5 points. Ce n'est pas un 5 points, mais qui va prendre l'équivalent de 13 points parce qu'il y avait ça derrière. Ça permet de maintenir une qualité de produit, bien sûr, et d'améliorer la compréhension du travail effectué. Puis, je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais les décisions produits et techno, elles sont plus conjointes grâce à ça, parce qu'on a toute l'information. Un petit disclaimer encore, on garde les bonnes habitudes. Ce disclaimer, c'est juste pour vous dire que c'est un échantillon de visualisation. Vous pouvez en imaginer autant que vous voulez là-dessus. Ce qui est important, c'est de récolter les données, donc de lister notre dette et de savoir qu'est-ce qu'elle va faire et comment est-ce qu'on va l'adresser. Puis pour vous rassurer aussi, toutes les visualisations que je vous présente, elles ne sont pas présentées systématiquement à chaque revue de fin de sprint, on les prend au besoin. Donc par exemple, ça fait un moment que je n'en ai pas présenté de visualisation parce que notre business a pris conscience de l'importance de la dette. Donc, on le fait, nous, dans l'équipe, de suivre l'évolution, mais on n'a pas toujours besoin de la représenter. Donc, ce n'est pas une surcharge de travail dans tous les sens. Oui, au début, pour l'identifier, mais une fois que la machine est en marche, ça devient plus une routine qu'autre chose. Donc, en bref, la dette technique, c'est l'affaire de tous. Je pense que c'est clair. J'espère, en fait, sinon je m'inquiète. Une gestion saine de la dette, c'est égal à un produit bien maîtrisé. Toutes les dettes ne doivent pas être remboursées. Donc oui, on a de la dette et il y en aura toujours qui va rester et il y en a avec lesquelles on est capable de vivre. C'est se poser la question de laquelle je dois traiter et laquelle je peux vivre avec de manière consciente. C'est difficile à mesurer, effectivement. Il y en a toute la partie involontaire, toute la partie qu'on ne pense pas forcément que ça en est et puis que finalement ça en devient.
Mais ce n'est pas impossible à apprivoiser, du moment qu'on en a conscience et qu'on a commencé un travail de gestion. Je vais prendre un petit peu de temps, si ça vous intéresse, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il en est un an après. Parce que là, ce que je vous ai présenté, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a mis en place dans l'équipe, et je trouvais ça intéressant de vous donner un petit retour. Dans les équipes, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des rencontres à intervalles réguliers pour gérer le panier de dettes techniques. J'ai pris la photo la semaine dernière, puis j'étais très heureuse de passer devant la salle en voyant ça. C'est l'équipe qui était en train justement de prendre tous ces petits tickets du panier à dettes, de les identifier à travers ces composants, les différents tags qu'on avait identifiés, comme justement maintenance, support, leurs priorités ainsi que l'estimation. Puis après ça, il leur reste à rentrer ça dans le backlog Jira. Parfois, ça arrive qu'on fasse pas, qu'on saute 1 ou 2 itérations de traitement de la dette parce que l'équipe n'a pas toujours vraiment le temps ou elle pense qu'elle n'en a pas généré trop. Mais souvent, ça revient après un certain temps, même en rétro. Oh, il faudrait qu'on pense à remettre notre petit rituel, ça fait longtemps, n'oublions pas notre dette. Donc, il y a vraiment ce réflexe-là qui est rentré aussi dans l'équipe. Et ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que quand on a commencé la gestion de dette, on a banni le mot refactoring dans l'équipe. Donc maintenant, on présente ça comme de la dette pour qu'on puisse avoir la même définition de ce que c'est. Et refactoring était devenu quelque chose d'assez négatif dans l'entreprise à cause de ça. Donc maintenant, on parle seulement de ça. Un autre exemple que j'avais eu cet été, on avait eu un très beau sprint avec une autre équipe, puis on avait regardé qu'est-ce que c'est que la réussite de ce sprint-là. Donc, qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui est pour nous un sprint réussi? Puis, même là, on se rappelle, même en rétro, qu'un sprint réussi, c'est aussi avoir eu du temps pour traiter la dette. Donc, c'est devenu dans le langage commun en fait, de nos équipes et entendu aussi avec les PO qui sont présents en rétro. Au niveau de l'entreprise, ce qu'on a, c'est qu'on a des PO qui sont plus conscients de l'importance à laisser du temps à l'équipe pour ça. Donc, quand l'équipe va venir avec son point et va l'avoir justifié, il va y avoir une écoute qui est un peu plus grande parce qu'on comprend et on se fait confiance. On va avoir des roadmaps d'entreprise qui, maintenant, ont un bucket maintenance, mais quand on en parle et quand on en discute avec les personnes qui montent le roadmap, ils intègrent la dette là-dedans, puis ils le disent ouvertement. On a des épiques de dette qui sont validées et qui sont priorisées par les PO et l'équipe dans nos roadmaps. Donc, ça fait partie intégrante de notre produit. Et la clé dans tout ça, c'est des équipes qui sont concernées et impliquées. C'est sûr que ce n'est pas moi qui porte cette initiative. Moi, je donne des outils. J'aide l'équipe à s'en rappeler. C'est mon rôle aussi. Mais après ça, si l'équipe ne veut pas utiliser les outils ou on n'en a rien à faire, ça ne changera pas grand-chose. Donc, c'est, je pense, la plus grosse clé. Mais ça prend aussi des PO qui sont conscients des enjeux technologiques. Puis le fait de leur présenter, de leur visualiser toute cette partie-là, ça les a conscientisés. Et même s'ils ne comprennent pas la technique, ils comprennent les besoins et qu'est-ce que ça aide sur leurs produits. Puis ça prend des leaders qui soutiennent l'initiative. Forcément, en mettant de l'avant cette dette-là, ça nous a permis aussi de convaincre à plus haut niveau de l'importance de mettre ça dans nos roadmaps, d'écouter l'équipe un peu plus peut-être pour qu'elle prenne le temps de faire ces éléments-là en parallèle des éléments de fonctionnalité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. La présentation va être disponible, puis pour votre information, j'ai quelques petits liens de lecture français-anglais si vous voulez découvrir un petit peu plus de choses sur la dette technique. Je pense que c'est un petit peu juste pour les questions. Non, il y a du temps? OK. S'il y a des questions, on a un peu de temps. Oui? Nous, de notre côté, les anomalies, on identifie que si c'est tagué comme une anomalie, ça veut dire un bug, quelque chose qui ne fonctionne pas, ça devient prioritaire à de la dette parce qu'il faut le résoudre rapidement si ça met à risque notre produit. Si c'est une anomalie que je peux vivre avec, finalement, ça rentre dans un bucket d'anomalies qui potentiellement un jour peut devenir de la dette si finalement je décide de juste la garder de côté. Mais c'est vraiment, on sépare les deux quand même. Pour nous, une anomalie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu d'avance quand on a planifié notre sprint, qui vient nous déranger ou qui n'était pas prévu dans le fonctionnement
du logiciel. La dette, techniquement, c'est qu'on l'a identifiée avant même qu'elle nous soit rapportée. Il y a un petit peu cette différence-là aussi. Mais l'un peut naviguer dans l'autre, mais une dette ne va pas devenir une anomalie. On est censé la traiter avant de relivrer une fonctionnalité. Ça répond à la question? Oui? Par rapport à la dette volontaire qu'on génère dans chaque sprint, est-ce qu'il y a une limite? Ou par exemple, si je crée mon code, je sais que je suis en train de générer je vais générer de la dette volontaire. Est-ce que c'est possible, c'est mieux de simplement prendre 1 heure, 2 heures pour les corriger, de bien faire, ou simplement je passe et je l'ajoute comme dette? Ça, c'est une très bonne question. En fait, dans ce que je vous ai présenté, c'était bien gérer sa dette de manière saine. Donc, c'est là où il faut se poser la question, effectivement, si ça me prend, si le temps que j'ai alloué dans mon sprint pour faire ma fonctionnalité me permet aussi de ne pas générer de la dette, c'est ça que je veux, c'est l'objectif. C'est quand même d'en générer le moins possible. Par contre, quand je n'ai pas le choix d'en générer, là, il faut que je la gère derrière. Donc, c'est vraiment une question de... on ne veut pas casser dans la qualité, on veut essayer toujours de livrer le mieux possible et avec le moins de dettes possible. Mais parfois, on est mal pris. Puis dans ces conditions-là, c'est là qu'on va se permettre de générer une dette volontaire. La dette volontaire, il faut vraiment la générer de manière très, très, très consciente et le moins possible, c'est sûr. Ou sinon, avoir une entente comme on avait eu nous, de j'ai pas le choix, je vais devoir en générer, mais je veux la traiter après parce que je veux limiter ces intérêts-là. On a déjà beaucoup de dettes involontaires à répondre, donc si on peut éviter de s'en rajouter, c'est bon. Oui? Oui, puis on fera après l'autre. C'est quoi votre processus de réflexion pour établir votre plafond? En fait, nous, on n'a pas un plafond défini. C'est vraiment plus, ça appartient à l'équipe. L'équipe, dès qu'elle trouve qu'elle a comme généré trop de dettes critiques ou que ça fait trop longtemps qu'elle ne l'a pas traité, elle va en parler au PO pour réduire ça. En fait, honnêtement, le plafond de dette, je pense que c'est quelque chose qui prendrait peut-être même un taux complet pour essayer de voir comment le définir, parce que ça peut être fait à plusieurs niveaux. Ça va dépendre du risque que l'entreprise est prête à prendre, ça va dépendre de la capacité de l'équipe aussi à générer sa dette ou même à y répondre en fonction de sa connaissance. Donc c'est plus, nous en tout cas, c'est plus informel en fonction de la sensibilité de l'équipe et de l'importance de garder notre produit en santé et en qualité. Donc dès qu'on sent qu'il y a un risque là-dessus qui devient trop grand, là on sait qu'on a atteint un plafond puis on met un stop à tout. Je suis juste curieux s'il y avait quand même certaines attentes de quand même faire un peu de refactoring, peut-être pas nécessairement. Parce que des fois, juste en faisant du développement, tu te ramasses à des situations où tu n'as presque pas le choix de régler la dette. Ouais. Comme nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend 20% du temps normalement la tâche. Puis si c'est faisable en 20% du temps, comme tu l'as fait dans la tâche, sinon ça devient une dette. C'est exactement le genre en fait, de réflexe à avoir. C'est quand je suis en train de livrer ma fonctionnalité, si j'ai le temps et que c'est un temps raisonnable, je vais le traiter. Si on voit que c'est un peu gros, on va peut-être en parler avec les autres membres de l'équipe pour avoir leur avis. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de le faire maintenant? Peut-être que oui, finalement, même si c'est plus gros. Mais par contre, on l'identifie et on le présente. Donc dès qu'on est en daily, qu'on se rend compte, si quelqu'un dit « Ok, finalement, j'ai trouvé quelque chose que… » Si je le fais bien, on va livrer plus vite, mais je ne suis pas confortable pour telle raison. Là, on s'assoit, on regarde, puis on décide ensemble. OK, finalement, notre story, par exemple, c'était un 5 points, mais on a trouvé de la dette. Il faut qu'on la règle. Donc, on l'identifie, on le traite en même temps, mais par contre, on le présente et on le communique au PO pour qu'il sache qu'il y a ça en plus. Donc, c'est vraiment surtout dans la communication, mais on prend le temps de le faire comme il faut. C'est bon? Si vous voulez me poser des questions, au pire, après... c'est bon. Merci beaucoup.